Bonjour à tous. Merci de participer à ce deuxième webinaire sur la dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, j'espère que on va pouvoir apporter des réponses à vos questions. Alors, au niveau du fonctionnement de de ce webinaire, l'idée c'est de faire relativement court, comme la dernière fois. On va vous faire une petite présentation, un petit état des lieux de la situation à la date d'aujourd'hui. On commence par une petite présentation et puis la deuxième demi-heure, on passera à tout ce qui est questions. Donc aujourd'hui, donc présent à cette réunion, côté GDS des Hautes-Alpes, donc Stéphane Dutronc, donc c'est moi le directeur. J'ai Florent Briand qui est avec moi et qui va présenter la première partie du diaporama. Et ensuite avec moi, et je vais les laisser se présenter. Florian Pellegrin pour les JA. Oui, bonjour à tous, Christophe Linder, je suis le chef de service adjoint à la santé protection animale à la DDE TSPP. Et puis qui n'est pas à l'écran. Benjamin Artaud, je suis technicien au service protection animale à DDE TSPP. Et en charge des plans d'urgence, parce que ça concerne la DNC. Donc voilà l'équipe sur place à Gap. Normalement, avec nous, Lionel Gavet, qui est connecté depuis Embrun, vétérinaire du GDS 05. Bonjour à tous. Merci Lionel. Et peut-être il est en train d'arriver, il sera peut-être un tout petit peu en retard. Nous aurons Éric Belot, vétérinaire du GDS des Alpes de Haute-Provence. Éric, si tu es là, il n'est pas encore arrivé Éric, mais voilà, il sera là aussi pour répondre aux questions. La présidente du GDS des Hautes-Alpes ne pourra pas être présente. Je pense qu'elle ne doit pas être connectée. Elle est dans une zone de non-connexion, elle n'est pas là. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait Alexandre Ferraud, le président du GDS des Alpes de Haute-Provence. Alexandre, tu es connecté? Oui, bonjour à tous. Voilà, merci Alexandre. Voilà, donc je vous propose de commencer directement par la présentation. Donc, Florent, si tu veux, tu peux. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit point sur la maladie en premier lieu, pour quelques rappels. Et les choses évoluent aussi au fil du temps, parce que si vous êtes attentifs, vous verrez qu'on a dit certaines choses la première fois. Là, on précise un petit peu. Donc voilà, je m'appuie pas mal sur les données qui ont été transmises par GDS France et certains experts la semaine dernière à l'occasion d'un webinaire interne du réseau des GDS. Donc voilà, il y avait les retours aussi d'expérience du GDS des Savoie avec le président et l'équipe technique qui était présent. Donc c'était intéressant d'avoir leur point de vue aussi un peu plus terrain et ceux qui sont la tête dans le seau. Donc voilà, la DNC, c'est une maladie virale qui affecte que les bovins, zébus et buffles d'eau. Ce n'est pas une question ovine, caprine, ni équine, en tout cas pour ce qui est du virus en tant que tel. Et a priori, point plutôt positif pour nous aussi. Pour ce qui est de la faune sauvage, pour l'instant, il n'a pas été démontré que la faune sauvage européenne pouvait jouer un rôle dans la transmission du virus. Donc c'est des choses qui restent à affiner, mais visiblement, ce n'est pas une voie prioritaire, donc ça quand même supprime une partie de la chaîne de contamination. La transmission, elle se fait essentiellement de manière mécanique, donc par la piqûre d'estomox et d'étang. Visiblement, pour ce qui est des tiques, de ce qu'on avait dit la première fois, les tiques européennes ne seraient pas vectrices du virus. C'était plutôt étudié sur des tiques africaines qui ne sont pas présentes chez nous. Et pour ce qui est des plus petits insectes piqueurs, type culicoïdes ou moustiques, là aussi, visiblement, c'est plutôt des contaminations à la marge. Donc, on est vraiment plutôt sur les gros insectes piqueurs.
Et point essentiel, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Alors, sur les impacts, les signes cliniques, ce qui entraîne des difficultés de gestion et la complexité de bien gérer les foyers, c'est la durée d'incubation qui est quand même relativement longue, 4 à 14 jours, et qui peut aller visiblement jusqu'à 28 jours. Donc, on peut avoir pendant tout ce temps-là d'incubation des animaux qui vont être porteurs du virus, mais sans symptômes cliniques derrière, donc très difficile à repérer. Et après, sinon, quand les signes se déclenchent, ce qu'on a souvent, c'est de la fièvre, donc qui est assez forte, des nodules et des lésions sur la peau, donc c'est ce qui donne le nom de la maladie et ce qui est assez caractéristique dans le diagnostic, mais qui visiblement n'est pas toujours présent et pas facile à détecter. Une hypertrophie des ganglions, donc des gonflements de ganglions, des bêtes qui sont dans leur coin, qui ne bougent pas trop, des chutes de lactation en troupeau laitier. Ce qu'on ne voit pas, mais qui est aussi très important, c'est l'atteinte des organes internes, tout le tube digestif, l'appareil respiratoire, ce qui fait qu'il y a une évolution qui est assez longue et des séquelles qui peuvent être parfois importantes, avec des animaux qui arrivent pas à se retaper parce qu'ils ont des lésions trop fortes sur les organes internes. Donc tout ça, ça peut entraîner sur un troupeau jusqu'à 45% de morbidité. Donc la morbidité, c'est le nombre d'animaux atteints par la maladie dans un troupeau. Donc ça, c'est des chiffres qui sont donnés en contexte européen. Parce qu'il y a des fois des chiffres qui circulent, qui sont donnés dans d'autres régions du monde, comme le Maghreb ou ailleurs. Voilà, c'est dur de comparer les choses parce qu'on n'est pas sur les mêmes animaux et sur les mêmes systèmes d'élevage. En tout cas, en contexte plutôt européen, on est sur ces chiffres-là. Et derrière, donc tous ces symptômes, il y a différentes données qui sont données, mais on peut avoir jusqu'à 10% de mortalité sur un troupeau. Et donc, sans compter tous les animaux qui gardent des séquelles et qui sont très difficiles à remettre sur pied. Pour ce qui est des vecteurs, donc les insectes piqueurs, vraisemblablement, c'est plutôt des insectes sédentaires. Vous voyez, c'est entre 150 mètres, 1,6 km, on parle de 50 mètres à 6 km pour l'étang. Visiblement, dès lors qu'ils ont une source de nourriture, donc du sang frais pour se nourrir, ils n'ont pas de raison d'aller ailleurs et de se déplacer sur des longues distances. Ils sont actifs sur la période printemps-été, donc ça, voilà, jusqu'à l'automne, sans trop de surprises. Il y en a un qui est plutôt à tendance à vivre dans les matières végétales en décomposition, et notamment pour y pondre les œufs et développer les larves, c'est plutôt les stomox, donc on retrouve plus facilement près des bâtiments. Et les tans, au contraire, eux sont plutôt dans des espaces plus naturels, à proximité de cours d'eau, de zones boisées, dans les pâtures, etc. Donc deux insectes qu'on retrouve un peu de partout. Pour ce qui est des modalités de diffusion de la maladie, alors là c'est simple, c'est soit les vecteurs, donc les mouches piqueuses, soit des mouvements d'animaux contaminés. Donc de proche en proche, c'est ces insectes piqueurs qui vont piquer un animal contaminé et qui vont aller se retrouver sur un autre troupeau à proximité dans une pâture proche et contaminer d'autres animaux dans ce troupeau-là. Et deuxième moyen, donc c'est le mouvement d'animaux contaminés, par transport en bétaillère ou autre. Donc voilà, qui vont infecter, créer d'autres foyers plus à distance. Et là, c'est assez caractéristique sur ce qui se passe sur le début de cette épidémie en Savoie. C'est que Stéphane le présentera un peu plus loin, mais les foyers sont beaucoup concentrés dans les mêmes lieux. Vraiment des zones qui sont très infectées et heureusement, peu de foyers plus à distance. Donc, ce qui rend difficile cette maîtrise de la maladie, c'est le temps d'incubation, donc qui peut aller jusqu'à 28 jours, ce qui ne permet pas de détecter forcément très tôt la présence du virus. Et donc aussi, on a des animaux sans signes cliniques, quand bien même ils ne sont plus en incubation, ils n'ont pas de signes cliniques forcément de manière homogène. Donc, des difficultés à trouver les foyers. Pour le diagnostic de la maladie,
il y a deux techniques qui le permettent. Alors, la première, celle qui est utilisée actuellement, c'est la PCR, ce qui permet donc de détecter directement le virus dans l'animal. Donc, c'est un diagnostic direct. Là-dessus, on peut prélever sur deux matrices, soit le sang, soit les tissus. Mais visiblement, sur le sang, il y a une difficulté, c'est que la virémie, donc c'est la présence du virus dans le sang, elle semble être assez transitoire. Donc, on peut avoir des risques importants de faux négatifs, d'animaux qui sont bien porteurs du virus, mais qu'on n'arrive pas à détecter en PCR sur sang. Donc là, ce qui est préconisé, c'est quand il y a une suspicion dans les Savoies ou ailleurs, il faut, dans la mesure du possible, faire un prélèvement de tissu, donc de nodules ou autres, pour faire une PCR sur cette matrice. Et ensuite, on a un deuxième outil qui est la sérologie avec les kits ELISA. Donc là, qui permettent de détecter les anticorps produits par l'animal en réaction à l'infection par le virus. Mais le souci, c'est comme toute sérologie, c'est qu'il y a le temps de production d'anticorps. Donc là, ça rajoute un délai de 2 à 3 semaines après infection pour trouver un animal porteur. Sur les performances, on est assez interrogatif. Les kits sérologiques ne sont jamais parfaits à 100%. Il y en a qui sont plus performants que d'autres selon les maladies qu'on cherche. Et là, visiblement, pour la DNC, ce n'est pas un kit hyper performant. Et oui, ce que j'ai pas dit, voilà, pour la PCR, c'est qu'on a un outil qu'on appelle DIVA qui permet de différencier la souche vaccinale de la souche sauvage. Donc, différencier un animal qui serait porteur soit par une infection naturelle, soit à cause de la vaccination, puisqu'on utilise des vaccins vivants atténués. Donc, en sérologie, on n'a pas d'outils qui permettent de faire cette différence-là. Et voilà, j'en ai fini pour ma partie sur la présentation. Est-ce que vous avez déjà des questions sur la maladie en tant que telle? Ou Lionel, si tu veux compléter. Oui, non, enfin, dans l'état actuel des choses, de toute façon, sur les techniques de dépistage, l'ELISA ne présente aucun intérêt. Ça, c'est déjà enfin, c'est sur du long terme et des choses comme ça. Donc, de toute façon, on ne travaille que en PCR. Jusqu'à présent, tout était, enfin, le laboratoire de référence était sur Montpellier. Maintenant, il y en a un dans l'Ain et un en Savoie, un peu plus proche pour avoir des résultats plus rapides. Mais disons que c'est que de toute façon, enfin, l'ELISA, c'est un peu, enfin, oui, ça nous apportera pas grand-chose dans la gestion de la crise actuelle. Mais sinon, très bonne présentation, pas de problème. Voilà, alors je vais prendre la suite de la présentation. Vous avez à l'écran la situation de trois choses. D'ailleurs, les petits points de différentes couleurs sont les communes foyers. Alors évidemment, ce n'est pas une précision d'élevage ni de foyer, mais c'est les communes qui sont concernées. Vous avez la zone rouge, dite zone de protection, et la zone verte, dite zone de surveillance. L'ensemble de ces couleurs, ça correspond à la zone qu'on appelle réglementée, et on y reviendra dessus, mais tout ce qui est réglementaire est valable sur l'ensemble de cette zone et quelle que soit la couleur. Donc, vous voyez que la zone a un petit peu évolué depuis le dernier webinaire, car les foyers qui ont commencé sur la partie gauche, on va dire, de la zone rouge, sur la commune de Entre-les-Lacs, à côté du lac du Bourget, là c'est le point le plus chaud, entre guillemets, c'est un point rouge, parce que c'est la commune qui a le plus de foyers. Et donc les points qui sont de couleur plus bleue sont des communes qui sont avec des foyers avérés mais moins nombreux. Donc voilà, c'est une petite explication des couleurs. Donc vous voyez que sur la zone de départ,
c'est-à-dire la commune d'Entre-les-Lacs, il y a beaucoup de foyers. Petit à petit, il y a eu des foyers sur les communes voisines qui sont situées légèrement au nord. Et on a eu une deuxième phase avec l'apparition d'un foyer important plus à l'est, sur la commune de Faverges, en fait, qui est en Haute-Savoie. Et qui aujourd'hui a, alors j'ai plus les nombres de foyers là sur la commune de Faverges, mais qui est un spot important, ainsi que la commune légèrement au nord voisine, Saint-Ferréol, je crois. Et le dernier foyer qui a fait bouger la zone se situe le plus à l'est, sur la commune de Haute-Luce, qui a fait, on va dire, augmenter la zone de protection jusqu'à la frontière italienne. Donc voilà la situation. Aujourd'hui, on compte 47 foyers. Alors, un foyer n'est pas un élevage. Et vous avez des situations où vous avez plusieurs foyers par élevage et les cas sont traités site par site, à savoir que vous pouvez avoir un allotement particulier qui fait que un foyer peut correspondre à un ensemble de génisses placés en pâturage sur un endroit X. Et pas, par exemple, sur les bovins, sur le site de l'exploitation et des choses comme ça. Donc, il y a plus de foyers que d'élevage. Alors, compte tenu de voilà, ce qui a été dit sur la maladie, donc qui a des caractéristiques assez particulières, il y a une politique qui a été mise en œuvre de façon on va dire, éradiquer et contenir les foyers le plus vite possible. C'est une maladie qui est pas simple, vous avez vu, puisqu'on a des questions de latence, d'amplification du virus et des animaux qui sont infectés mais qui n'ont pas de signes cliniques. Donc tout ça, ça complique la gestion de la maladie. Donc pour essayer d'être le plus efficace possible, il y a une politique qui est basée sur 4 axes. Et c'est des dispositifs qui sont nécessaires pour contenir la maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un axe plutôt qu'un autre. Il faut agir sur plusieurs leviers pour essayer de réussir ce pari qui est l'éradication de la maladie sur la France. Donc, le premier de ces axes, c'est retirer la source des virus. C'est l'élément le plus difficile, c'est le dépeuplement total des foyers. La dernière fois, on avait parlé de la classification de la maladie dans la réglementation européenne et la classification européenne, oui, et la réglementation donc française. C'est une maladie classée en A, comme la fièvre afteuse, par exemple. Et c'est donc une obligation réglementaire de dépeupler les foyers, mais c'est aussi une obligation technique, parce que compte tenu de la latence d'apparition des cas et la difficulté d'analyser correctement la présence du virus dans un animal, c'est vrai que c'est l'élément le plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est un des éléments nécessaires à la politique on va dire, de maîtrise de la maladie. Donc, c'est retirer les sources du virus. Deuxième élément qui est très, très important, c'est éviter la diffusion de la maladie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, la maladie peut se développer et augmenter son secteur d'action par mouvement des animaux. Donc, la première mesure qui a été prise aussi, c'est restreindre le mouvement de tous les bovins sur l'entièreté des zones, tant la rouge que la verte d'ailleurs. Et ça, c'est un élément très important puisque c'est on va dire, c'est un facteur de diffusion qui est très important, le mouvement d'un animal infecté. Dans éviter la diffusion, il y a tout ce qui
tourne autour des questions de biosécurité. Alors, la désinsectisation des transports, c'est important parce qu'on peut transporter des animaux infectés, mais on peut aussi transporter des vecteurs pour des transports d'animaux. Donc, cet aspect-là est très important. Donc, toutes ces mesures de biosécurité sont importantes. Et dans éviter la diffusion, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais vous avez deux vecteurs principaux qui sont les stomox et les tans. Sur ce qui est stomox, c'est des mouches qui sont produites sur les exploitations. Donc, il y a un travail qui est important dans les zones de foyer en particulier. C'est que très rapidement, et dans les zones à proximité, il faut éviter. Alors, on a énormément de mal à désinsectiser les animaux parce que les insecticides ne fonctionnent pas très bien. La déclamétrine ne marche pas très bien sur les stomox. Donc, une des voies, c'est d'éviter au maximum, avec notamment une gestion des fumières, avec le fait de recouvrir les tas de fumier avec des bâches, notamment le fait d'utiliser des larvicides dans les bâtiments. Il faut essayer de couper le plus possible la source de fabrication, entre guillemets, des mouches qui seront vecteurs de la maladie. Donc, tout ça, c'est dans le sens d'éviter cette diffusion. Troisième axe très important, c'est qu'il va y avoir une nécessité de surveiller de façon la plus précise possible l'ensemble des troupeaux, en particulier tous les troupeaux qui sont dans la zone dite de protection, avec des visites des vétérinaires pour essayer de détecter le plus rapidement possible des animaux qui présenteraient des signes cliniques ou qui auraient, on va dire, un soupçon on va dire de maladie. Donc là, les vétérinaires localement sont mobilisés pour faire des visites à l'ensemble des détenteurs de bovins. C'est un gros travail. Je n'ai pas l'ensemble des éleveurs, je ne l'ai pas en tête, mais le nombre de bovins sur la zone que vous avez à l'écran, c'est 315 000. Donc c'est un travail très important qui sont à la fois, on va dire, sur les sites d'exploitation, mais aussi sur les sites de pâturage, estives et autres, ce qui complique là aussi énormément cette surveillance. Et enfin, dernier élément qui est là aussi essentiel, mais qui ne peut pas fonctionner seul, c'est la vaccination. On a la chance de disposer d'un vaccin pour cette maladie, on va en reparler après. C'est une vaccination pompier, j'allais dire, hein, c'est un petit peu une vaccination canadaire, de façon à éteindre et circonscrire les foyers. Elle est donc nécessaire uniquement dans ce cas-là, mais par le fait, elle est obligatoire et elle va concerner tous les animaux de la zone réglementée, donc vert plus rouge, ainsi qu'une petite zone, on va en parler juste après, pour protéger les animaux qui, aujourd'hui, n'ont pas rencontré la maladie. Donc voilà les 4 piliers de la politique de gestion. Alors, sur l'aspect vaccination, il fallait qu'on éclaircisse un peu les choses, puisque la dernière fois, on n'était même pas en capacité de savoir si on aurait des vaccins disponibles. Aujourd'hui, la vaccination, elle est mise à disposition gratuitement. Donc pour les éleveurs, elle provient d'une banque, j'allais dire, de vaccination d'urgence. Elle est normalement fabriquée, on en avait parlé, en Afrique du Sud, et les vaccins sont arrivés assez rapidement, donc le 15 juillet, et quelques jours après, la campagne de vaccination a pu démarrer dès le samedi qui a suivi la livraison. Le vaccin, c'est un vaccin à utiliser très rapidement dans la journée. C'est des doses de 25 et c'est une injection sous-cutanée. Une seule injection suffit à développer l'immunité
C'est un petit peu le cas de la plupart des vaccins. L'immunité commence à peu près 10 jours après l'injection, un début d'immunité, un tout début. Et la protection, c'est assez classique là aussi, la protection complète est estimée à 21 jours après la vaccination. Et c'est un vaccin vivant qui est atténué. Alors, je crois qu'on le dit après. Voilà. C'était un peu en avance. Donc, c'est un vaccin vivant atténué. Ça sous-entend qu'il faut prendre un peu des précautions lorsqu'on manipule le vaccin et qu'on réalise la vaccination. C'est une vaccination qui est obligatoire et qui d'ailleurs est faite par le vétérinaire sanitaire. C'est un vaccin qui peut avoir quelques effets secondaires. Alors, parfois rapidement, mais on a des effets qui sont assez réduits. Alors là, on se base sur des études sur les cas de vaccination passés. On avait parlé l'autre fois des Balkans qui ont été exposés à cette maladie il y a quelques années. Et le nombre d'effets secondaires reste a priori très limité. Vous avez une réaction au point d'injection, c'est souvent le cas avec les vaccins vivants, un peu d'abattement, hyperthermie et une chute temporaire de production laitière. On l'avait dit la dernière fois, quand la maladie est apparue en Grèce et dans les Balkans, le vaccin a été utilisé dans le même type de politique que nous avons choisi d'appliquer sur la France parce que le dispositif a bien fonctionné. Alors, juste pour la question de la vaccination, donc je l'ai dit, elle est obligatoire pour l'ensemble des bovins, donc quel que soit leur âge. On l'a dit, donc la vaccination est réalisée sur une seule injection. Tous les animaux et l'ensemble des élevages de la zone. En termes d'organisation, c'est compliqué, bien sûr, puisque le vaccin doit être utilisé donc en une fois. C'est des vaccins au frais, évidemment. C'est des volumes importants de vaccination, donc ça nécessite beaucoup d'organisation, en particulier pour tout ce qui est site de pâturage. Actuellement, il y a pas mal de monde mobilisé, notamment sur les estives. Le GDS des Savoies prête aussi des barrières de contention. Il y a un appel à la solidarité des éleveurs pour justement faciliter le plus possible les chantiers qui sont réalisés en alpage. Voilà, je vous l'avais dit, la vaccination est réalisée par le vétérinaire sanitaire et je ne l'ai pas dit, mais la campagne de vaccination obligatoire est prise en charge par l'État. On avait une question d'Alexia. On vous laisse la parole. Je vous entends pas. Je ne sais pas s'il y a un souci de votre côté. Je vois que votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, moi, j'ai une petite question. Donc, j'ai mes vaches qui se trouvent au Ménuire en Savoie. On va attaquer la vaccination là ce vendredi. J'avais donc plusieurs questions. Une, d'abord, concernant la vaccination. Là, je vaccine mes vaches. Elles vont être protégées de la maladie. Mais si elles se font piquer et qu'elles sont contaminées, est-ce que quand je les redescends dans le 0,4, elles peuvent contaminer du coup, par la suite mes autres vaches qui n'auront pas eu de vaccin, qui sont présentes actuellement sur mon exploitation ou non? Alors, là, je n'ai pas forcément toutes les réponses.
Je pense que c'est la même question que ce soit des vaches, j'allais dire des Alpes de Provence ou des vaches locales, puisque, à mon avis, voilà, c'est la même question qu'il pourrait y avoir en Savoie. Bon, je pense que le vaccin, il va être efficace, comme on l'a dit, au bout de 21 jours. Et compte tenu de la, comment on va dire, de la latence de la maladie, ils estiment qu'après vaccination et 28 jours, qui est un petit peu la durée maximale observée d'incubation, on est dans des conditions qui seront a priori sûres. Donc c'est quand même 21 plus 28 jours, c'est un délai de sécurité qui, à mon avis, est prévu assez large. Mais pour l'instant, Lionel, si tu peux compléter, mais je pense que on va avoir sans doute cette question de délai entre la vaccination et on va dire la possibilité d'un bovin de revenir en zone indemne, quoi. Donc, Oui, c'est très difficile alors, de vous. juste aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va en reparler un petit peu dans les questions, mais aujourd'hui, on est dans on va dire, dans une période où rien ne peut bouger. La question va se poser évidemment à la descente de montagne. Et cette question, elle risque d'être évolutive suivant l'évolution de la maladie. Voilà. Si les choses avancent de façon, on va dire, favorable, avec une atténuation des foyers, une disparition des foyers, je pense que la situation de dire 28 jours post-vaccination, enfin vaccination, ça devrait être sûr. Si la situation évolue de façon très défavorable, il y aura sûrement des modalités différentes. Alors après, je ne sais pas si, Lionel, tu as une réflexion par rapport à ça? C'était exactement dans ce sens. C'est-à-dire que de toute façon, pour l'instant, on ne peut rien bouger. Et après, effectivement, s'il n'y a plus de nouveaux foyers, quand on pourra envisager de nouveau les déplacements, et de toute façon, oui, c'est plutôt, on considérera a priori les animaux comme protégés. De toute façon, en ayant en tête qu'on peut toujours, s'il y a des signes cliniques, refaire une PCR et qu'on a les moyens de faire la différence entre une réaction vaccinale, parce qu'il y a des cas où effectivement on peut avoir un début de maladie mais lié à la souche atténuée, et la réelle souche qui pourrait poser problème. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que dans 15 jours, on ne sait pas si on aura encore une augmentation des foyers comme on a actuellement ou pas. Donc de toute façon, c'est une bonne chose qu'on puisse protéger tous les animaux sur place, et voilà, on verra bien. Oui, merci Lionel. On va juste avancer parce que ouais, je sais qu'il y a deux questions, on va les reprendre après peut-être. On va terminer là, c'est presque de toute façon la fin de la présentation et on reviendra un petit peu sur les questions autour de la vaccination. Je voudrais juste rajouter pour les mouvements, donc à ce jour les mouvements sont interdits, hein, vaccinés ou pas, et qu'en fait les décisions pour permettre les descentes d'alpage devront être soumises à autorisation de la DDPP, qui évaluera au jour où la question se pose la situation. Ok. Et la vaccination dans les premiers temps, tant que la couverture vaccinale n'est pas acquise, ne protège pas de l'infection. C'est-à-dire que si juste après l'injection, un animal devait déclarer des symptômes et que la maladie devait être confirmée, le site sera considéré comme foyer et géré comme un foyer. Voilà, oui, effectivement, puisque la protection sera atteinte à 3 semaines. Et voilà, mais ça, c'est assez classique. Et, on n'est pas à l'abri qu'un animal vacciné déclare la maladie. Soit en incubation au moment de la vaccination. Ouais, exactement. Alors, juste pour terminer un petit peu sur cette question de stratégie vaccinale, il y a une carte un petit peu compliquée. Vous avez le principe de la vaccination. C'est une vaccination qui à la fois se dirige vers l'extérieur de la zone et vers l'intérieur de la zone.
L'intérieur de la zone, là, sur la carte à l'écran, c'est la commune d'Entre-les-Lacs. Aujourd'hui, c'est plutôt une forme ovoïde qu'un cercle. Vous allez avoir une vaccination qui va se rapprocher en direction des zones de foyer et une vaccination qui va s'étendre jusqu'à la périphérie de la zone de surveillance. Et y compris dans une zone de sécurité, on va dire, supplémentaire, au-delà de la zone de surveillance, une zone de ce qu'ils appellent le périvaccinal. Donc ça représente quand même un nombre de bovins qui est très important, tout en ayant un enjeu en particulier pour la vaccination en direction des foyers, un enjeu de rapidité et d'exécution de cette vaccination dans un délai des plus brefs. Ouais. Alors, il y a quelques questions que nous, on va soulever et on essaiera de donner des réponses, mais il va y avoir, on en a parlé un petit peu, quelles seront les conditions de mouvement au-delà d'un délai de 28 jours après vaccination. C'est ce que je disais, un écart quand même de 49 jours après injection, quoi, finalement. Hein. Donc, c'est de façon à mettre une sécurité au maximum autour des animaux vaccinés. Ça, c'est une question. Comment seront gérés les bovins issus des autres départements parce que dans ces zones réglementées, il y a des bovins, notamment de notre département, les Alpes-de-Provence et les Hautes-Alpes, quelques-uns des Bouches-du-Rhône. Donc, comment sont gérées la vaccination pour eux? Donc là, on a des éléments de réponse concrets, puisque vous l'avez dit, Alexia, hein, mais on a des troupeaux qui sont actuellement en cours de vaccination, qui sont des animaux des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Comment seront gérés les retours de transhumance? On a un peu évoqué, puisque la situation va nous guider pour voir comment ça va être le retour de la transhumance ou des pensions. Ça sera aussi une décision locale des DDBP 73-74 ou 38 d'ailleurs, ou 01, puisque les 4 sont concernés par la zone. Voilà, qui avancera. Et puis, il y a une autre question, alors celle-là, elle est plus locale, j'allais dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir introduction d'animaux d'une zone I comme indemne dans la zone réglementée? C'est le cas des éleveurs de génisses qui ont des animaux qui verront l'automne et qui devront retourner, j'allais dire, chez les éleveurs de destination qui sont souvent en Savoie et en Haute-Savoie. Donc ça, c'est des questions dont on pourra parler. On n'aura bien sûr pas toutes les réponses. Dernier élément, on regarde ça de près, c'est-à-dire qui sont les éleveurs et combien sont les bovins qui sont de notre région dans la zone réglementée. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est aujourd'hui surtout des éleveurs des Hautes-Alpes et un petit peu des éleveurs du 04. Bon, on va pas rentrer dans le détail de où et combien, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous les éleveurs de la région notifient le plus rapidement possible les bovins qui auraient été mis en pension ou en transhumance. Je vais dire évidemment dans les départements 01, 73, 74 et 38, mais de façon plus générale, en période, on va dire, de tension sanitaire, c'est important que tout le monde soit à jour de ces notifications. Il manque quand même, pour les alpages collectifs, il manque quand même des notifications au jour où on parle par rapport au mouvement habituel. Donc voilà, je pense que le message de prudence, c'est aussi de notifier le plus rapidement possible des animaux qui sont partis souvent depuis la mi-juin, quoi. Alors, côté donc Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, j'allais dire, on en avait parlé, les consignes de bon sens, on le redit,
on n'introduit pas des bovins issus de la zone réglementée. Donc, a priori, ils n'ont pas le droit de sortir. Mais si c'était le cas, évidemment, il ne faut surtout pas introduire ces bovins. C'est du bon sens et vous avez compris que c'est un vrai enjeu là pour maîtriser la maladie. Deuxième point, il faut avoir une surveillance de ces animaux. Donc, en cas de suspicion, il va falloir donc contacter votre vétérinaire et contacter la DDPP. Donc ça, on l'a dit, ça ne change pas. On a amené des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois. C'est que si vous êtes amené à intervenir en zone réglementée, bon, certains pour aller voir leurs animaux, bon, c'est pas interdit de rentrer dans la zone, hein, vous avez le droit de rentrer, hein. Mais voilà, une opération pour donner un coup de main pour la vaccination localement, visiter son troupeau, etc. C'est important de respecter des mesures de biosécurité, à savoir, si vous travaillez une journée à l'alpage sur un chantier de vaccination, et vous gérez votre changement de tenue, vous avez une tenue de travail et vous avez une tenue pour rentrer à la maison. On a conseillé aux éleveurs, parce qu'il y a des éleveurs qui commencent à intervenir sur ces chantiers, de désinsectiser leur véhicule. C'est pas la peine de ramener des mouches. On peut le faire hein, assez simplement. Et puis, si vous utilisez du matériel, au-delà des habits, des bottes et tout, évidemment, il faut nettoyer ce matériel et le désinfecter, puisqu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour pas ramener un vecteur ou du virus qui pourrait être voilà, sur du matériel. Enfin, je pensais à des barrières et autres matériels que vous seriez amené à utiliser. Donc, propre et désinfecté. Et puis, dernier élément, la zone réglementée est assez importante. On peut être amené à traverser la zone avec des animaux. Là aussi, il faut être prudent. Donc, réglementairement, c'est un peu cadré, mais on le rappelle, parce que c'est difficile d'aller chercher un animal dans l'Ain, par exemple, sans traverser la zone. Il faut choisir les grands axes. Et je le dis tout le temps au téléphone, hein, quand on me pose la question, vous partez avec une bétaillère évidemment propre et désinfectée. Il ne s'agit pas de récupérer des mouches sur vos fumées qui traîneraient dans votre bétaillère. Et évidemment, la logique, c'est de ne pas s'arrêter. Voilà, parce que si vous arrêtez avec des animaux, que vous descendez d'une zone indemne sur une zone sur laquelle ils présentent un risque, il y a aussi un risque que les animaux soient piqués. Donc, on traverse, on ne s'arrête pas et on organise le voyage en ayant ça dans la tête. Voilà, c'est la question que tous les transporteurs de bétail doivent se poser aujourd'hui quand ils amènent des broutards en Italie. J'espère qu'ils se la posent, parce que malheureusement, sur ces autoroutes-là, il n'y a pas de précision. Je me tourne vers les DDPP, mais il n'y a pas de panneau d'affichage qui explique que des bovins qui sont en transit par le tunnel de Fréjus, et il y en a, le tunnel du Mont Blanc, et il y en a, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent, quoi. Voilà. Et c'est du bon sens. Vous êtes éleveur, voilà, il faut penser à ça, c'est important. Et puis, je crois que Laurent, dernier élément, juste, voilà, nous, en termes de communication, on essaye de faire au mieux pour que l'info passe. Le webinaire, c'est bien. On vous envoie un SMS quand il y a une évolution. Et ce SMS, il est toujours lié à un petit lien sur le site internet pour en savoir plus. Et puis on fait un peu aussi plateforme téléphonique qui marche pas mal, mais voilà, essayez de lire. C'est une période où il faut essayer de lire vos mails et vos SMS. Ça change assez rapidement. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on avait à dire en termes de présentation. On va passer aux questions qu'on a mis en suspens. Il y avait Michael Pellegrin le premier. Hein. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Oui. J'aurais deux petites questions pour être sûr.
Donc, un transporteur qui est dans la zone réglementée, on va dire verte, peut se déplacer dans le 0,5, 0,4 où il veut, à vide, et remonter des bêtes. C'est la première question. Et deuxième question, pourquoi la vaccination, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a des bêtes qui sont dans le 73 qui vont devoir descendre plus ou moins tard. Pourquoi on n'agrandit pas la zone de vaccination dès maintenant? Parce que 3 semaines, ça fait court et ça fait long, que ce soit notre département ou les autres. Voilà, merci. Alors peut-être je commence sur le transporteur. Oui. Un transporteur peut être dans l'Isère, par exemple, en zone verte. Il peut déplacer ses camions à la règle, mais qui est une règle normale, hein, ce n'est pas une règle de la DNC, mais à la règle que ces camions soient propres, hein, propres et désinfectés avant j'allais dire, de circuler pour faire du transport bétail. La première question, oui, le transporteur peut se déplacer depuis l'Isère, depuis la Savoie, il peut se déplacer. Après, ça sous-entend camion vide. Par contre, vous me posez la question, est-ce qu'il peut remonter? Alors, il ne peut pas remonter des animaux dans sa zone aujourd'hui, sauf s'il était amené à un abattoir. Mais pardon. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. Voilà, c'est la seule possibilité de remonter des animaux dans la zone donc verte et rouge, hein, c'est que des animaux soient transportés directement. Alors attention, c'est sans arrêt, hein, et à l'abattoir, quoi. Donc c'est une clause qui est très précise et qui est drastique. Peut-être Christophe. Soumis également à l'autorisation de la DDPP. Est soumise à l'autorisation de la DDPP pour aller porter des animaux à l'abattoir dans la zone. Bon, on peut penser à Bonneville. Tous les mouvements liés à l'élevage sont interdits. Voilà. En entrée ou en sortie. Ouais, entrée et sortie d'élevage, voilà, interdit. Hein. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à la question. Après, pour la vaccination, alors la vaccination, c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, c'est une vaccination, j'ai dit, canadaire. Donc, il faut frapper vite, très fort, avec un nombre de doses qui est assez important, parce qu'il y a 314 000 doses nécessaires pour vacciner la zone, et que le paquet est fait évidemment sur la zone pour tuer on va dire, tuer le virus. Et étendre la zone, c'est quand même plus de volume de vaccins. Et je ne suis pas sûr qu'on ait 500 000 doses. Parce que dès qu'on met 3-4 km, on a des zones très denses dans l'Isère notamment, hein, plus que chez nous, mais et dans l'Ain. Donc, ouais, je pense que le dispositif, pour l'instant, il doit être cadré sur ces bovins-là, et que je pense que voilà, c'est un peu difficile d'étendre, je pense, jusqu'à l'entièreté de notre département, quoi. Et en même temps, c'est quand même de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre pour agir et vite. Donc, je pense qu'il ne faut pas diluer, entre guillemets, hein, la vaccination en frappant le plus fort possible et le plus vite là où c'est compliqué. Je ne sais pas, Christophe. Il y a Lionel, pardon. Lionel. Oui, oui. En fait, ça fait partie d'une des 5 maladies les plus réglementées, qui est classée au niveau A. Et du coup, selon les maladies, tu vas avoir là, tu as le périmètre des 50 km autour des foyers qui a été défini, et c'est pas par hasard, en fait. Donc, comme tout est réglementé dessus, la vaccination, elle est soit obligatoire, soit interdite. Parce que de toute façon, les animaux que tu vas vacciner, ils vont se retrouver avec des anticorps positifs quasiment à vie derrière. Donc, si on veut bien gérer la maladie, c'est intéressant de savoir ce qui se passe exactement. Du coup, là, c'est décidé, on prend 50 km. Et effectivement, plutôt que de laisser le choix à des volontaires, parce que c'est une question qu'on a souvent de la part des éleveurs, est-ce qu'on peut vacciner et tout ça, là, le choix n'est pas laissé. Tout ce qui est à 50 km, c'est obligatoire. Tout ce qui est au-delà des 50 km,
c'est pas possible et c'est même contre-productif parce qu'effectivement, si tu as un foyer qui va se décaler plutôt vers le nord, il faudrait avant tout protéger l'un du Jura, et si ça descend vers chez nous, c'est nous qui serons mis en priorité. Donc, tant que la situation, on espère la contrôler, c'est une bonne chose que les règles soient définies très précisément. Voilà ce que j'ai à dire. Je sais pas si. Ouais, merci Lionel. Boris Esmeriol qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Moi, j'ai une question au niveau des insectes vecteurs de la maladie, parce que, bon, en tant qu'éleveur, on est vachement stressé d'avoir la maladie sur nos cheptels, entre autres parce qu'il y a l'abattage total du cheptel. On a presque plus peur de cet abattage total que de la maladie. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est que les insectes vecteurs, s'ils n'ont plus de nourriture sous la main, ils vont aller sur l'élevage d'à côté. Du coup, j'ai du mal à comprendre la pertinence d'abattre un troupeau en entier pour gérer la maladie, vu que si j'ai bien compris, encore une fois, les insectes, ils n'ont plus de nourriture, ils vont aller voir le troupeau d'à côté, et c'est le troupeau d'à côté qui va se retrouver infesté, quoi. Du coup, voilà, c'était ma question. Oui, si vous voulez. C'est une question pertinente. En fait, ce qui nous sauve un peu, c'est ça va être le temps de disparition du virus sur les pièces buccales des insectes piqueurs qui devrait jouer en notre faveur. Et puis, l'aspect dilution, en fait, s'ils vont rencontrer un mouton, une chèvre, un cheval, un humain, ils trouveront leur bonheur ailleurs. Donc, la question est pertinente, mais après, effectivement, ce qui est vraiment dans les notions de diffusion c'est les déplacements rapides d'insectes qui sont à craindre pour la dissémination des maladies, donc soit par le biais des bovins contaminés, soit par le biais de transport d'insectes gorgés. Mais par contre, la diffusion naturelle, effectivement, sur deux troupeaux qui se touchent à moins de 100 mètres, de toute manière, ça craint d'une façon générale, en permanence. Mais contrairement à d'autres modèles, la disparition rapide du virus des pièces buccales est plutôt une bonne chose. Voilà, si ça peut vous rassurer un peu. Mais la question est pertinente. Et j'ajouterais que le dépeuplement, c'est une des mesures d'éradication, mais à laquelle sont associées les mesures de désinfection et de désinsectisation de l'élevage, quasiment de façon concomitante. Et de fait, l'objectif, c'est d'éliminer également les vecteurs qui sont présents dans l'élevage. Oui, merci Christophe. Une autre question de Jérôme Bail du 04. Jérôme, si tu... Oui, bonjour. Donc, producteur de lait aturier. Plusieurs choses. Vous parlez de contamination, tout ça. Alors, je m'excuse, j'ai pris la réunion en cours de route. Vous en avez peut-être parlé avant. Donc, hier, on a eu une réunion du CRI Alpaca à Gap. Et on a appris que, en fait, le fumier ou les bouses étaient porteurs pendant 45 jours à moins de 60 degrés. Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé avant. Du coup, ça pose quand même la question, comme il a été dit tout à l'heure, par rapport au transfert de camions d'un côté et de l'autre. On sait très bien que sur Gap, il descend régulièrement des camions, on va dire, des zones là-haut. Alors, plus ou moins à 5 ou 10 km près, ils sont quand même, pour moi, considérés dans la zone. Du coup, est-ce que vous pouvez confirmer cette information par rapport aux bouses, ce qui expliquerait peut-être comment c'est venu de Sardaigne, en passant par la Suisse, ainsi de suite, arrivé en Savoie. Et du coup, si ça s'avère effectivement transmissible par ces bouses et ce fameux délai de 45 jours,
il est urgent de réguler le transit de camions vides et surtout sales, quoi. Alors après, quel est le degré de salissure, ça, j'en sais rien. Sachant qu'aujourd'hui, je ne veux pas incriminer personne, mais j'ai entendu que la base de lavage de Gap n'était pas fonctionnelle. Donc, moi, j'ai envie de dire que voilà, nos pauvres voisins savoyards qui ont subi ça, c'est des drames, hein, et que ce soit sur leur ferme et sur toute la filière. Je veux dire, donc, il faut agir préventivement au maximum qu'on peut sur ce fameux transit et autres, mais de camions qui soient vides ou pleins. Et quand j'entends que des camions pleins sont autorisés à traverser des zones rouges ouvertes, mais il y a quand même des solutions pour passer ailleurs. Je veux dire, même s'il faut faire 5 km de plus pour ne pas passer dans la zone, mais il ne faut pas regarder. Et ma foi, après, encore une fois, je ne souhaite à personne, mais c'est quand même, il faut être conscient que c'est des drames, quoi. Je veux dire, un troupeau comme ça n'a pas de valeur, quoi. Je veux dire, je pense qu'on est tous conscients, mais moi, à mon goût, il n'y a pas encore les mesures nécessaires pour se protéger. Alors, le risque zéro, je suis d'accord, ça n'existe pas, mais voilà, par rapport à ce système de mouvement. Et tout à l'heure, vous parliez des bêtes, là, donc qu'elles ne pourraient pas remonter de chez nous vers là-haut. Mais ils remontent quand même des veaux toutes les semaines là-haut. Bon, voilà, alors on est bien content qu'on nous parte, mais si c'est pour éviter, je veux dire, des mouvements, moi je suis prêt à garder mes veaux. Et tant pis. Et je veux dire, il faut faire des sacrifices à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi, je veux dire. Donc voilà, si vous pouvez me donner un peu plus d'informations là-dessus. Encore une fois, bon, peut-être ça a été dit, je ne sais pas. Oui, Jérôme, merci. On n'a pas parlé de la gestion des fumiers. Il y a deux choses. Quand on parle de persistance du virus dans le fumier, c'est des données scientifiques, parce qu'on peut mesurer la présence du virus sur différents éléments, hein. Ça peut être les pièces buccales de l'insecte, du matériel, du sang séché et je ne sais. Après, bon, peut-être j'ai dit une bêtise, mais après, on n'a pas toujours les éléments de comment dire, de la contagiosité du fumier, quoi. C'est-à-dire quand un fumier a des traces de virus, il n'y a pas tous les éléments forcément pour comprendre si le fumier a une grosse dangerosité et a un rôle important dans la transmission du virus. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des animaux qui piquent des animaux vivants, donc ouais, des mouches qui piquent des animaux vivants, donc déjà pas des animaux morts, elles ne piquent pas dans des caissons d'équarrissage et des choses comme ça. Et c'est du sang frais, tu as dit, Florent, hein, c'est du sang frais qui va contaminer les pièces buccales des insectes, ce sang frais, comme tu aurais une aiguille d'acte vétérinaire, de soins vétérinaires qui a du sang frais et que tu vas piquer une autre vache avec et qui transmettrait éventuellement le virus. C'est un peu ce type de procédé. Donc, quelle est la contagiosité du fumier? Là, ce n'est pas une question, à mon avis, auquel on doit pouvoir répondre. Le fumier lui-même, il ne va pas rentrer en contact avec un animal facilement pour ce type de virus. Après, la question de la gestion des fumiers dans les foyers, là, c'est différent, hein, parce que là, on parlait du foyer, des fumiers de camions sales. Les fumiers issus d'un foyer, c'est différent. Il y a un vrai traitement de ces fumiers-là pour des questions de maîtrise maximum du risque. Mais c'est particulier. On est sur un foyer qui va être désinsectisé et désinfecté. Et notamment dans le fumier, il y a les larves de mouches. Et ça, c'est important quelque part, mais le virus en lui-même, c'est plus des mouches qu'on essaye de canaliser au maximum et de gérer au maximum. Donc, moi, je le vois comme ça. Maintenant, réglementairement, les camions, ils circulent pas sales, quoi. Et que, évidemment, on va dire, dans ces périodes compliquées,
on communique quand même avec les transporteurs au mieux en leur expliquant la nécessité d'être encore plus, j'allais dire, attentif à ce qu'on n'ait pas des camions qui circulent avec du fumier. Parce que le fumier, même si il y a un risque très faible qu'on ait du fumier avec du virus, mais le fumier, il attire les mouches et on transporte des mouches, etc. Donc l'idée, c'est pas de transporter des mouches. Après, le fait qu'il y ait des traces de résistance du virus dans des fumiers, sur des barrières d'élevage, c'est des études scientifiques, mais c'est pas forcément un risque majeur de diffusion, à mon avis, de ce virus-là. Maintenant, c'est interdire la circulation sur des axes. Imagine l'axe Lyon-Milan, c'est des milliers de camions, c'est des trucs où je comprends ce que tu dis, mais la traversée de la zone, t'as l'autoroute Grenoble-Genève, enfin le grand axe, c'est des trucs, c'est immaîtrisable. Par contre, il faut quand même, voilà, il faut quand même mesurer le risque. Quand je disais, si on transite des animaux sur on va dire des axes comme ça, on peut les éviter. C'est bien, mais à l'échelle du transport international, voilà, à l'échelle de vous, éleveurs, si vous avez les moyens de ne pas passer à travers, ça, vous pouvez le faire, et ça, c'est que mieux. Voilà. Et si vous êtes contraint et vous n'avez pas le choix, vous passez, vous vous arrêtez pas, quoi. Enfin, et je pense que ça, c'est du bon sens, mais voilà. Après, s'il y a des démarches supplémentaires à faire avec les transporteurs, on veut bien, parce que c'est important qu'ils respectent les choses. Mais voilà, je pense pas que ça soit enfin, on va dire, c'est pas la voie. Là, je pense qu'il y a une extension de la maladie qui a été faite directement par des mouvements de bovins, quoi. Voilà. Bon, après, je sais pas si si vous souhaitiez dire quelque chose de plus, quoi. C'est une règle de base, que tout transport doit être suivi d'un nettoyage désinfection du camion. Et effectivement, les camions vides ne doivent pas circuler s'il y a du fumier ou autre chose à l'intérieur, en l'absence d'animaux. Après, moi, je peux rajouter peut-être, déjà au service de l'État, peut-être d'augmenter un peu les contrôles, peut-être faire passer la gendarmerie, les contrôles sur le département, sur les mouvements de bétaillères. Et puis côté éleveur, peut-être aussi on a peut-être aussi notre rôle à jouer à nos commerçants et maquignons de leur mettre la pression et de leur faire remarquer aussi. Et quand il y a un camion qui arrive dégueulasse, et ben voilà, de le signaler et puis vous lui dites de revenir quand il sera propre. Voilà, non, mais bon, voilà. Le mieux. Je pense que faut que tout le monde, autant les services de répression entre guillemets que les éleveurs, ont notre rôle à jouer dans la pression qu'on peut mettre aussi aux transporteurs. Oui, puis pour revenir aussi sur la transmission de la maladie, c'est vraiment dans quasi tous les cas, enfin, via des insectes piqueurs. Toutes ces études qui sont faites en fait sur la résistance du virus dans le milieu extérieur, c'est dans une logique de transmission, enfin, sur les zones déjà contaminées, et notamment une fois que vous avez abattu les troupeaux, enfin, à partir de quand c'est safe pour remettre des animaux, parce qu'on estime la transmission par voie digestive, donc enfin pour schématiser, à l'abreuvoir sur un animal qui serait malade et un qui passerait boire, pas tout à fait impossible, donc possible, mais disons que c'est pas, enfin c'est vraiment, enfin pas dans le schéma de la transmission de la maladie. C'est pour ça qu'on a toutes ces données sur les virus enfin, la présence du virus, et qu'on a en fait, enfin, dans les zones contaminées, des protocoles pour étendre son lisier, pour se désinfecter, enfin, quand on sort d'un élevage contaminé. Enfin, il y a toutes ces données qui existent pour que quand on est au feu, enfin, on ne se trimballe pas avec le virus. Mais enfin, il va pas sauter. Enfin, il faut de toute façon un transmetteur pour entrer dans l'animal. Et donc, c'est dans 99,9% des cas, enfin, des insectes piqueurs, et dans des cas par ingestion, quoi. Mais enfin, après, ça retire en rien tout ce qu'a dit Christophe et tout ça. Enfin, la nécessité dans une crise comme ça d'avoir des camions encore plus propres. Mais la base, c'est qu'effectivement, sur tous les transports d'animaux, il y a une désinsectisation, une désinfection du camion à chaque fois. Et ça, c'est vrai pour toutes les maladies.
Oui, merci Lionel. Alors, j'ai que le prénom, mais Alexia, vous aviez levé la main. Oui, moi c'était pour une toute autre question qu'on se pose au sein du groupement. C'était une prise en charge de l'État pour les vaccins. Mais est-ce que c'est au groupement ou est-ce que c'est l'État qui prend en charge aussi l'acte du vétérinaire? En fait, pour toutes les mesures qui seront imposées par l'État, donc là, comme la vaccination qui serait obligatoire dans la zone, l'État prend en charge la totalité des mesures à mettre en place. Bien sûr, pas la main-d'œuvre, évidemment, mais l'acte vétérinaire et la fourniture du vaccin. Ok, ça va, merci. Ok. Là, j'ai juste le prénom aussi. Gaël qui a levé la main. Oui, bonjour. J'avais une question, moi, c'était un peu sur l'arrivée du cas en France. J'ai pas trop suivi le début, alors peut-être vous en avez parlé. C'est vrai que les cas en Italie étaient plutôt dans le nord et milieu d'Italie. Est-ce que des hypothèses sont avancées sur comment la maladie est arrivée en France? Et c'est vrai qu'au début, je me rappelle que la DRAF, là, lors du dernier Corel, disait que voilà, ça restait sur un périmètre restreint. Depuis, c'est passé de la commune de Entrelacs à Hautelus, donc il y a quand même un paquet de kilomètres, ce qui a beaucoup étendu la zone, comme vous le disiez auparavant. Donc on voit quand même que ça circule malgré que vous dites que du coup les temps ils font que 5 km. Voilà, c'est savoir, est-ce qu'on a des pistes de savoir comment la maladie elle est arrivée ou pas, maintenant que tout est un peu enregistré, tous les mouvements et tout. Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui ou pas? Alors moi, je ne vais pas avoir d'éléments. Par contre, je crois savoir qu'Aurore Bastier de la DRAF est connectée. Je ne sais pas si elle a également des éléments. J'espère que je ne pose pas la question piège. Je ne sais pas si elle peut prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors du coup, on n'a pas encore d'infos sur comment ça arrive en Savoie. Il y a des enquêtes épidémiaux qui ont démarré depuis la suspicion, hein, donc depuis le 29 juin. Et depuis, même nous, on n'a pas d'infos. Donc probablement qu'on ne connaît pas la source d'arrivée du virus. Le cas au nord de l'Italie a été, lui, trouvé, hein, c'était un lien épidémiologique avec un élevage de la Sardaigne. Donc en Sardaigne, c'est pareil, hein, ça explose un petit peu aussi. Mais sinon, pas plus d'infos sur comment c'est arrivé en Sardaigne. Apparemment, ce serait une diffusion des vecteurs depuis l'Afrique du Nord par les vents. Mais là encore, on ne peut pas forcément vérifier. Et pour l'arrivée en Savoie, on ne sait pas. Désolée. Et juste une question qui était sous-jacente, c'est est-ce qu'on a des éléments dans l'enquête épidémiologique côté Savoie, notamment entre la première zone d'infection entre les lacs et les communes plus éloignées comme Faverges et Hautelus? Moi, j'ai pas de Alors réponse. non, moi j'ai pas la réponse non plus. On nous a pas donné l'info. Par contre, pour compléter un peu ce que vous avez dit sur les vaccinations, j'en ai eu de la DGL ce matin. Donc là, il y a la vaccination a commencé, hein, depuis le 19 juillet en Savoie, Haute-Savoie, un tout petit peu dans l'Ain et l'Isère. Les animaux de PACA qui sont en alpage dans la zone réglementée vont aussi être vaccinés. Donc du coup, quand ce sont des alpages collectifs, c'est le vétérinaire qui a été désigné responsable de l'estive qui va aller vacciner les bovins. Sinon, ce seront des vétérinaires mandatés directement par les DDPP, hein, qui vont aller vacciner dans la zone réglementée. Donc, ce ne seront pas des vétérinaires de PACA qui vont aller vacciner vos animaux. La gestion va être directement faite au niveau de la zone réglementée. Pareil, si vous avez des bovins qui sont en pension, c'est le vétérinaire de l'élevage qui a vos bovins en pension qui vont réaliser la vaccination. Et on a, nous, de notre côté, dans notre base de données, l'information que les bovins sont vaccinés parce qu'ils seront marqués. Ils auront un marquage électronique, une impasse sur notre logiciel. C'est comme ça qu'on pourra suivre. J'ai regardé aujourd'hui, il y a plus de 3000 bovins là, qui sont actuellement vaccinés, 3345 exactement.
pour l'instant, j'ai pas de bovins de PACA, donc comme on a eu l'intervention d'une éleveuse tout à l'heure, hein, ça va pas tarder à arriver en fin de semaine. Mais on aura l'info au fur et à mesure et on pourra vous communiquer combien de bovins de PACA sont vaccinés. Et je pense que vous aurez aussi directement les informations via les DDPP ou les GDS de la région Aura, quoi. Voilà. Oui, merci pour ces compléments. Alors, au niveau voilà, des questions, oui, j'ai avec des côtes Clavel. Le micro est pas. Ouais, oui, le micro, pour les côtes Clavel, le micro n'est pas activé. Oui, ça y est, Voilà. j'ai réussi. Ça marche. Du coup, si je me souviens bien, le premier cas, c'était aux alentours du 25 juin en Savoie. On avait eu la réunion du coup d'information, le premier webinaire début juillet. On en était à 1 ou entre 1 et 5 cas, 5 foyers, je veux dire. On a une période d'incubation de 28 jours. On a des tests qui sont difficilement fiables, que ce soit la PCR, la sérologie, etc. Et du coup, j'avais déjà posé la question au premier coup, quelle serait la stratégie alternative en cas d'échec de l'abattage total. En fait, ma question maintenant, c'est à quel moment on considère que la solution de l'abattage total est un échec. À quel moment on considère que la maladie nous a échappé, sachant qu'on en est à une 50aine de foyers, que l'abattage total, on l'a dit tout à l'heure, c'est un désastre pour l'économie locale et pour les éleveurs, parce que c'est pas juste des animaux, c'est pas juste des objets, justement, hein, c'est un peu plus que ça, c'est tout un travail de sélection, etc. Et que on a, alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a 45% de morbidité, 10% de mortalité. On a des troupeaux qui sont totalement qui connaissent pas du tout cette maladie et qui du coup réagissent pas comme dans des pays où elle est présente, qui réagissent pas aussi parce qu'on n'a pas eu pas la vaccination. Enfin, il y a aucun historique vis-à-vis de cette maladie, donc on a effectivement cette difficulté à gérer cette réaction-là. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas se dire à un moment que toutes ces difficultés-là qui nous amènent quand même à avoir du mal à contenir la maladie, et on va voir la suite, mais là en plus on vient de nous dire que en Sardaigne ça a explosé, c'est bien que aussi on a du mal à contrôler de toute façon la diffusion de cette maladie. Donc elle va exploser. Est-ce qu'on peut se contenter d'abattre les animaux qui sont malades, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en mauvais état, pour éviter d'avoir un abattage total qui détruit économiquement des fermes et localement, qui fait vraiment un désastre. Et du coup, nous, on sait que ça va, enfin, on n'espère pas, mais on voit bien que si ça continue à grandir, ça va arriver. Alors, il y a la vaccination qui est un élément essentiel et il faut absolument foncer dessus. Mais bon, pour l'instant, on a 350 000 vaccins pour 315 000 animaux dans la zone réglementée. Donc, il va falloir avoir plus de doses de vaccins et on n'en est pas là. Et du coup, voilà, moi, ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on a une stratégie alternative à l'abattage total? Parce que là, ce qui fait peur actuellement aux éleveurs, plus que la maladie, même si j'entends bien que c'est aussi une maladie qui fait souffrir beaucoup les animaux, qui en tue quelques-uns et qui est pas très jolie à voir, etc., et qui laisse des séquelles sur 45%. Enfin, une morbidité de 45%, ça veut dire qu'il y a quand même 55% des animaux qui sont potentiellement asymptomatiques dans le troupeau, parce que je ne crois pas qu'ils ne soient pas du tout contaminés. Ça laisse une opportunité pour rebondir derrière, alors que partir de zéro, c'est quand même beaucoup plus difficile, surtout quand on nous dit qu'on va avoir des indemnités pour repeupler les espaces, les élevages concernés, mais qu'il n'y aura pas d'animaux à racheter, en fait. Ils vont les acheter où, ces animaux? En Savoie, il n'y aura plus aucun animal, il y aura plus suffisamment de génisses à vendre sur le territoire pour repeupler des élevages laitiers.
Donc voilà, moi ma question c'est à quel moment on considère que la maladie elle a échappé et qu'il faut changer de stratégie. Puisque la dernière fois nous a été dit que effectivement c'était une stratégie évidente. Alors quand il y a 3, 4, 5 foyers, ça va encore. Quand il y en a 50, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore évidente. Alors à ce jour, la stratégie, c'est celle qui a été définie et qui est imposée au niveau européen, au niveau de la loi de santé animale. Donc là, on ne peut pas y déroger et au niveau local, on n'a pas d'éléments qui pourraient nous permettre de penser que la stratégie va évoluer. Ça sera vraiment décidé au niveau national et en concertation avec le niveau européen. Par contre, il y a eu une propagation jusqu'à aujourd'hui des foyers, sachant que la vaccination vient à peine de débuter. Donc, en fait, la stratégie vaccinale, c'est vraiment celle sur laquelle il faut compter et qui a permis dans d'autres pays d'éradiquer la maladie. Oui, je pense qu'il faut laisser sa chance à cette stratégie-là avant de penser à des solutions alternatives. Oui, l'aspect solidarité éleveur, et ça c'est évidemment hyper important. Les élevages touchés avec abattage, bon, visiblement, j'ai pas eu le temps de lire l'arrêté du ministère de l'Agriculture, mais ils ont été pris assez rapidement pour le repeuplement et la prise en charge du repeuplement. Bon, tous les OPA et tous les syndicats sont mobilisés pour que les mesures soient mises en œuvre le plus rapidement et le plus correctement sur les élevages impactés, quoi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un drame humain important. Bon, je pense sur la filière laitière de Savoie, Haute-Savoie, elle est pas en danger d'extinction par rapport à aujourd'hui les foyers qu'il y a eu. Après, la difficulté, voilà, c'est humainement. Il faut aussi mettre tout en œuvre au niveau de l'État pour que les choses avancent vite et que les gens soient soutenus. Et je pense que là, côté des éleveurs et tout, ils vont être hyper attentifs à ce que les dispositifs de soutien soient opérationnels rapidement et que les gens ne soient pas laissés à l'abandon, quoi. Mais voilà. En tout cas, les décrets ont été pris, enfin, les arrêtés ont été écrits assez rapidement. Tout voilà. est paru le 18 juillet. Là. Ouais, voilà. Donc après la mise en œuvre, bon, évidemment, toutes les filières agricoles, je regarde Christophe, veilleront à ce que les choses se déroulent le mieux possible parce que, et effectivement, c'est une solution. Ça fait des années qu'il n'y avait quand même pas eu d'abattage donc sur des aspects sanitaires en France, hein, ou très peu en tout cas sur la zone tuberculose, mais très peu en tout cas dans notre secteur. Et effectivement, c'est des drames humains. Bon, c'est pas encore un drame sur la filière laitière savoyarde quand même, je pense, mais humainement, je pense que tous les éleveurs sont hyper attentifs à ce que les choses se déroulent le mieux possible pour. Le maximum est mis en place pour pouvoir mobiliser tous les dispositifs prévus. Et d'ailleurs, on a des appels à renfort pour les collègues de Savoie. Et donc, on a des agents des différents départements qui vont les rejoindre. Nous, on a été également volontaires, on n'a pas encore été appelés. Mais justement, dans cette stratégie de tout mettre en œuvre le plus rapidement possible. Ok. Je ne sais plus où on en est. On avait une question. Olivier Pascal, si tu m'entends. Ouais, Olivier, il n'y a pas de micro, il est éteint. Olivier, je ne sais pas si tu es encore connecté. Bon, alors, on va passer à la question d'après. C'est Danick Joubert. Danick, si tu es encore là. Oui, tu m'entends, Stéphane? Oui, c'est bon.
Oui, c'était juste un petit point de vigilance sur les vaccinations. Bon, moi, pour le premier, je suis en limite de zone réglementée. Mais la vaccination, si on est en prenant ce délai de 50 jours, là, nous, qu'on est en montagne, on va se trouver coincé en montagne si on n'a pas accès au vaccin rapidement. Si la zone venait à évoluer que d'ici 15 jours, ça irait, mais à partir du 10 octobre, on est obligé de descendre. On est à plus de 1000 mètres d'altitude et c'est la neige qui va nous faire descendre, quoi. Et ça serait, si on pouvait prendre en compte ce critère-là, ça serait pas mal. Si on a accès à la vaccination qu'au mois de septembre, on va se trouver coincé dans la neige. Voilà, c'était ma question. Alors, dans la zone de proximité, il y a une zone vaccinale qu'ils appellent périvaccinale. C'est quoi, 5 km ou 10 km de plus? Oui, je crois que c'est une zone, c'est la zone qu'on l'a présentée vite fait, mais c'est une zone un petit peu plus large. Je ne sais pas si ça sera Après, pas. de toute façon, la question des descentes d'estime va rapidement se poser et je pense que ça sera étudié et on aura des consignes claires assez rapidement, quoi. Évidemment, puisque on ne va pas mettre les éleveurs ni leurs animaux en difficulté face aux conditions climatiques. Merci. En tout cas, ça a toujours été pris en compte dans ce sens-là. Donc là, je pense que des réflexions sont déjà en place au niveau des collègues de la Savoie et Haute-Savoie en concertation avec le ministère. Ok, merci. ok, ça marche. Donc, il y avait Christiane, parce que c'est toi, Christiane Morel, pour une question. Christiane, tu n'as pas le micro allumé? On ne t'entend pas. Christiane, toujours là? Alors, on peut-être. Ah. Ah, alors, il y a Olivier Pascal, je n'arrive pas à activer le micro. Je vais voir si je. Sa question par chat. Si tu veux, tu peux utiliser le chat. Je vais essayer d'activer le micro. Alors, je ne suis pas hyper. Je crois. Oui, mais on peut activer. On peut pas. Non, ouais. Non, ouais. Alors, Olivier, si tu peux utiliser le chat. Et pour l'instant, on peut passer la parole à Marielle Juge. Ouais. Alors, c'est pareil, le micro est coupé. Madame Juge, si vous pouvez l'activer. On ne vous entend pas. Et, ouais, Madame Juge, on ne vous entend pas. Le micro reste coupé. Alors. Laisse les mails peut-être. Alors attends. Si on a du micro. Ouais, Christiane, le micro est activé, mais on ne t'entend pas. Ok, alors. Ouais, ça grésille, ouais. Ouais, ton micro grésille. Bon, alors, bon, il y a quelques
petit souci technique pour certaines questions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inviter les éleveurs à nous envoyer un message. Alors, peut-être que là, il y a peut-être d'autres questions. Sinon, ouais, Madame Juge. Oui, vous m'entendez là? Ah, là, on vous entend. Ok, très bien. Ça y est. Tout à l'heure, vous avez parlé des genisses. Moi, je suis à la Grave, dans les Hautes-Alpes, et on a des genisses qui doivent partir là fin août, qui sont prêtes à faire le veau. Il n'y a toujours pas de solution pour l'instant. Parce que j'ai compris que là, pour l'instant, on n'a pas le droit de faire circuler les bêtes vers là-bas. Donc, oui, c'est ça. Alors, vous avez compris, j'ai posé la question tout à l'heure, hein, mais qui est une question pour laquelle nous n'avons pas la réponse, si ce n'est que c'est pour l'instant impossible de remonter tout type d'animaux, hein, y compris vos génisses, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire rentrer d'animaux dans la zone, quoi. Ouais. Donc là, effectivement, c'est un peu particulier, mais là, pour le coup, c'est pas possible, oui. Et vous croyez qu'il y aura une évolution, que ça va tout véler par là? On ne sait pas comment on va faire. Hein. Eh bien, là, sur le mois de septembre, je ne sais pas. Les éléments qu'on peut faire remonter, mais après, je ne garantis pas d'avoir des réponses satisfaisantes. Ouais, là, c'est... Centraliser toutes les demandes qu'il y a. Ouais. Déjà. Ouais. Il y en a un paquet là de génisses qui vont véler. Ouais. Voir un peu les temps. Ouais, puis évaluer le nombre de Parce que là, sur la commune de la Grave, il y en a beaucoup qui doivent partir et qui vont véler, quoi. Oui, oui. Alors, de ce que j'avais eu du webinaire de GDS France la semaine dernière, j'avais évoqué ce cas-là parce qu'il y avait déjà un certain nombre d'appels d'éleveurs comme vous qui doivent envoyer des génisses là-haut. Ouais. C'est qu'il y a un groupe de travail qui est mis en place nationalement et que je pense qu'ils vont trouver des adaptations dès lors qu'il y aura une couverture vaccinale qui sera plus forte par là-haut. Là, le fait de ne pas rentrer des animaux là-haut, c'est de rester en fait avec un cheptel bien connu, bien identifié là-haut, que tous soient vaccinés, qu'il y ait une couverture vaccinale maximum pour éviter la diffusion du virus. Et peut-être que d'ici, alors on n'a pas de délai et c'est que des hypothèses qui ont été évoquées, que dès lors qu'il y aura une couverture vaccinale plus forte là-haut, il y aura une possibilité, sous certaines conditions, peut-être une vaccination dès arrivée là-haut ou autre, je ne sais pas, de pouvoir introduire des animaux dans les Savoies. Mais c'est que des suppositions et à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse. D'accord. Ben, merci. Alors, juste peut-être, j'ai vu que Olivier Pascal avait fait un petit commentaire là sur le chat, donc voilà, qui remercie la tenue là et qui nous dit qu'il était amer car bon ben cette maladie lui fait penser à la best-notiose pour laquelle on n'a rien. Alors bon, je sais pas si tu écoutes toujours, mais on a au moins un élément qui fonctionne de plus que la best-notiose, c'est qu'on a quand même le vaccin et parce qu'on est face à un virus et pour lequel le vaccin marche. Voilà. Et c'est vrai que dans le cadre d'un parasite, on a pour le coup aucun élément réellement efficace. Voilà. Juste une petite remarque là de M. Pascal. Je crois que on a pu avoir à peu près toutes les questions. Ceux qui auraient aimé poser d'autres questions, bon, sachez que les GDS, on est là pour vous répondre. Vous pouvez nous appeler au téléphone. Bon, ça, comme d'habitude, j'allais dire. Vous pouvez éventuellement nous envoyer par mail d'autres questions. Voilà. Après, on n'a pas les réponses, mais en tout cas, on fera en sorte de vous répondre et voilà, de traiter au mieux vos demandes. Je crois qu'on peut conclure la réunion. Rien, si vous n'avez pas de commentaires particuliers. Bon, je voulais juste remercier le GDS de l'organisation de ce webinaire, les vétérinaires qui ont participé et bien sûr tous les éleveurs.
Simplement vous dire que les services de l'État sont pleinement mobilisés. Le préfet est tenu au courant des évolutions et de l'organisation qui se met en place au niveau local. Donc il suit ça. Son successeur, puisque lui va bientôt partir, suivra également ça, puisqu'il n'y a pas de discontinuité de l'action de l'État. Bien sûr, au niveau départemental, la DDE, TSPP, et au niveau régional, nous sommes également tous mobilisés. Et simplement, je voulais rappeler à tous la vigilance qui convient de mettre en œuvre déjà au niveau de vos élevages, de bien surveiller vos animaux. Et en cas de doute, votre premier interlocuteur, c'est votre vétérinaire sanitaire qui, suite à sa visite, nous préviendra et éventuellement on validera une suspicion qui déclencherait les prélèvements en vue de confirmation. Et un dernier point de vigilance, c'est sur la communication, d'être extrêmement prudent avec toutes les informations qui peuvent circuler et de ne vous fier qu'aux canaux officiels que sont le GDS, la Chambre d'agriculture, les organisations professionnelles et bien sûr les services de l'État. Voilà, de ne pas vous fier à des rumeurs. Voilà. Merci à tous. Ok. Donc, je vous remercie également. Et puis, je vous dis voilà, lisez un petit peu vos mails, vos SMS. Voilà, on est en service quand même continu là cet été aussi. On essaye de vous informer que quand il y a des changements importants. Et puis, on est là pour, de toute façon, que ce soit à Digne ou à Gap, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, merci à tous et bon après-midi.